bienvenue, c'est le Culture Mag, un nouveau numéro tout neuf de votre journal des arts et des spectacles avec aujourd'hui un focus sur les femmes de James Bond. La semaine dernière, on apprenait que Léa Seydoux et Monica Bellucci étaient les nouvelles 007. On est bien content pour elles, mais on s'est demandé ce qu'étaient devenus les autres, les ex. C'est vrai, on fait jamais attention aux ex. Dans ce journal également, notre grand angle cuisine, à l'heure où les télés rivalisent d'émissions en tout genre, la tendance chef entre en prison pour aider les détenus. Comment Masterchef se joue derrière les barreaux. Nos caméras sont entrées dans la prison de Tzalmon. C'est une prison pour hommes près du lac de Tibériade en Israël. Et puis, nous irons faire un tour au Maroc. Le festival du film de Marrakech s'est ouvert en grande pompe avec une splendide Isabelle Huppert en présidente. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Il n'est pas très doué pour l'oral. Pourtant, il a parlé longtemps dimanche à Stockholm devant l'Assemblée qui lui a décerné le Nobel de littérature. Un discours de Modiano d'autant plus touchant parce qu'il est connu entre autres pour sa timidité. C'est la première fois que je dois prononcer un discours devant une si nombreuse assemblée. Un écrivain, un romancier, a précisé Modiano, a souvent des rapports difficiles avec la parole. Il écoute les conversations sans en avoir l'air afin de mieux comprendre les femmes et les hommes qui l'entourent. L'écrivain, a continué Modiano, a une parole hésitante à cause de son habitude de raturer ses écrits. Il n'empêche, le Nobel de littérature a parlé sans s'arrêter. Il est revenu sur ses livres et son rapport aux lecteurs qui le connaissent mieux que lui. Il a regretté de ne pas avoir composé les Nocturnes de Chopin et puis bien sûr, il est revenu sur son enfance. Je suis comme tous ceux nés en 1945, un enfant qui a dû sa naissance au Paris de l'occupation. Dans ce Paris de mauvais rêves où l'on risquait d'être une victime d'une dénonciation, des rencontres hasardeuses se faisaient entre des personnes qui ne se seraient jamais croisées en temps de paix. Des amours précaires naissaient à l'ombre du couvre-feu et c'est à la suite de ces rencontres, souvent sans lendemain, et parfois de ces mauvaises rencontres, que des enfants sont nés plus tard. Voilà pourquoi le Paris de l'occupation a toujours été pour moi comme une nuit originelle. Sans lui, je ne serais jamais né. Voilà cet extrait du discours absolument magnifique et très émouvant du Nobel de littérature Patrick Modiano à Stockholm. Un autre discours, celui d'Isabelle Huppert, l'actrice française, et cette année la présidente de la 14e édition du Festival du film de Marrakech. De nombreuses stars ont foulé le tapis rouge. On y a vu Joe Starr, le DJ Sébastien Tellier, et puis sa compagne, l'acteur Laurent Lafitte et la sublime Laetitia Casta. Cette année, un hommage est rendu à l'acteur Jeremy Irons. Du beau monde donc autour d'Isabelle Huppert qui prend son rôle très au sérieux. On l'écoute. Pour moi, c'est une manière de découvrir beaucoup de cinéastes nouveaux que je ne connaissais pas, de pays aussi dont je n'ai pas l'habitude de voir les films. L'Azerbaïdjan, par exemple. Je n'ai pas l'habitude tous les jours de voir des films d'Azerbaïdjan ou un film néo-zélandais. Il y a une sélection qui est très riche, très variée. On reste dans le cinéma avec cette question, que deviennent les ex? Alors évidemment, pas toutes les ex du monde, parce qu'on aurait fort à faire, mais les ex James Bond Girl, bien sûr. David Gombin a jeté un œil non dénué d'intérêt sur leur carrière. La semaine dernière, c'est en grande pompe que Sam Mendes a dévoilé le nom, la voiture, mais surtout les nouvelles James Bond Girls. Léa Seydoux et Monica Bellucci seront donc à l'affiche de Spectre, le nouveau 007, 24e du nom. On le sait, Bond collectionne les belles femmes, mais après 54 ans au service de Sa Majesté, que sont-elles devenues, ces filles toutes plus jolies les unes que les autres? La plus emblématique, c'est peut-être la Suissesse Ursula Andress. La première du nom s'est surtout faite remarquer pour son bikini dans James Bond 007 contre Dr No. Un bikini vendu aux enchères en 2001 pour la modique somme de 35 000 livres sterling. Si Ursula connaît la gloire dans les années 60 et joue pour Mastroianni et Terence Young, donne la réplique à Elvis Presley, elle se rabat sur le cinéma italien dans les années 60, comme dans ce film de fantaisie romantique, La Caverne de la Rose d'Or. Eunice Guesson est la seule à avoir eu le privilège de jouer par 2 fois aux côtés de Bond. Dans Dr No et dans Bon baiser de Russie, elle incarne Sylvia Trench. C'est elle qui a inspiré Bond avec sa célèbre réplique. Trench. Sylvia Trench. Elle retombera dans l'anonymat aussi vite qu'elle en est sortie.
Si certaines actrices n'ont pas su vraiment exploiter leur éphémère gloire, pour d'autres, c'est un rôle qui va leur servir de tremplin. La plus emblématique d'entre elles, Carole Bouquet, en 1981, dans Rien que pour vos yeux, elle éblouit. Quand elle incarne Mélina Havelock, elle a déjà joué pour les plus grands, Louise Buñuel, Bertrand Blier. James Bond va la faire décoller. En 2014, on la retrouve toujours à l'étranger dans la mini-série américaine Rosemary Baby d'Agnieszka Holland. Mais comment parler des James Bond Girls sans parler de Sophie Marceau, de Kim Basinger, d'Halle Berry et des autres? Les autres, ce sont les illustres inconnus et qui le sont restés, comme l'Israélienne Aliza Gour, cette belle brune connue pour cette dispute de gitane, et la franco-israélienne Saskia Cohen-Tanucci dans Jamais plus jamais, devenue professeure de dramaturgie à l'université hébraïque de Jérusalem. Et encore Maud Adams, la suédoise qui donna la réplique à Roger Moore dans L'homme au pistolet d'or, et que les fans de la série That 70 Shows ont vu apparaître en invité dans la seconde saison. Quant à Mariam Dabo, Cara Milovi dans Tuer n'est pas joué, elle a su rebondir en coécrivant un livre sur les James Bond Girls. James Bond aime les femmes, mais officiellement il ne s'est marié qu'une fois. Un premier mariage pas très heureux, puisque sa chère épouse Tracy se fait assassiner Au service de Sa Majesté. Aujourd'hui, Diana Trigg incarne un rôle bien moins sexy, Olenna Tyrell dans Game of Thrones. Alors Spectre marquera-t-il l'envol ou le déclin de Monica Bellucci et de Léa Seydoux? Pour le savoir, rendez-vous en salle le 6 novembre 2015. Comment la mode est perçue en Suède, c'est le highlight et il est choisi par David Gombin. De tout temps, l'habillement a été pour certains le principal signe extérieur de richesse. Et la Suède ne fait pas exception. Le Nordiska Museet de Stockholm revient sur 300 ans de pouvoir des vêtements en terre nordique. Avec un focus qui englobe 3 décennies sur 3 siècles différents, 1780, 1860 et 1960. Pour expliquer comment la façon de s'habiller a défini les différents groupes sociaux. En 1778, pour favoriser la production nationale, le roi interdit l'import de produits de luxe. C'est le point de départ d'une tradition de fabrication de textiles suédois. Jusqu'en 1960, l'import de jeans est interdit en Suède. La jeunesse doit se contenter d'une piètre production locale, les Algots. Alors que traditionnellement porter des vêtements déchirés était signe de pauvreté, de nos jours c'est surtout tendance, une provocation pour les anciennes générations. Paradoxe, évolution, tendance. 300 ans de pouvoir de la mode en Suède, c'est au Nordiska Museet de Stockholm. Direction Israël, près du lac de Tibériade, dans une prison. Là-bas, Masterchef se joue derrière les barreaux. Sandy Fortis avec Ranchek sont allés enquêter. Masterchef, Top Chef, le meilleur pâtissier. Depuis quelques années, les émissions culinaires ont envahi le petit écran et ça engendre parfois des vocations. On voit toujours à la télévision ces émissions sur la cuisine. Ça a l'air bien et intéressant. Et quand ils me l'ont proposé, je me suis dit que je pourrais faire comme à la télé, apprendre à cuisiner. Et c'est aussi une opportunité d'en faire mon métier, pour mon avenir. C'est le plus important pour moi. Nissim n'est pas un élève d'une école hôtelière, mais un détenu de la prison Tzalmon dans le nord d'Israël. Depuis plusieurs mois, il suit une formation pour devenir cuisinier. Une formation homologuée par le ministère de l'économie et financée par les autorités pénitentiaires. En faisant des recherches, on s'est rendu compte que le domaine de la cuisine manquait de main-d'œuvre, notamment dans les restaurants, les hôtels ou les salles de mariage. Ici, c'est un bon endroit pour trouver cette main-d'œuvre. S'ils apprennent le métier ici, ils pourront intégrer cette profession à l'extérieur. C'est la 4e année consécutive que le centre de détention Tzalmon dispense cette formation. Les autorités pénitentiaires ont créé une école de cuisine tout équipée pour l'occasion. Un investissement de plus d'1,5 million de shekels, soit près de 300 000 €. Comme Nissim, ils sont une quinzaine de prisonniers à la suivre cette année. C'est bien, c'est une opportunité. J'espère que je pourrai m'en servir dehors pour travailler dans un hôtel ou dans un restaurant. J'aime vraiment faire ça. Si 1 ou 2 arrivent à intégrer une cuisine une fois sortis, je considérerai que j'aurai atteint mon objectif. Sauter, frire, bouillir. Aujourd'hui, un jeu d'enfant pour ces détenus. Ce n'était pourtant pas le cas il y a quelques mois.
Au début, c'était très difficile pour moi. J'ai hésité à tout abandonner parce que j'avais beaucoup de mal. Puis finalement, petit à petit, on évolue. Et puis le chef nous aide beaucoup. C'est dur, mais on s'y fait. Pour réussir, il faut écouter. Au début, on ne savait même pas faire une omelette. Aujourd'hui, on fait des sauces, des viandes et beaucoup d'autres choses qu'on n'aurait jamais imaginé réussir à faire. Des détenus sur lesquels les responsables de la prison ont parié, chaque participant a été trié sur le volet. Le centre de détention de Salmon est le seul à dispenser cette formation. Aujourd'hui, elle est très prisée. Certains prisonniers font même des demandes de transfert pour y accéder, un privilège dont les détenus sont conscients. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ils n'ont choisi que quelques prisonniers pour ce cours. C'est comme gagner $1 million de recevoir une telle formation dans un endroit pareil. Ils nous offrent la possibilité de réussir. Je pense que c'est un beau cadeau. Un cadeau qui peut leur être retiré à tout moment. Au moindre écart de discipline, le détenu peut être renvoyé de la formation. En attendant, le Masterchef derrière les barreaux est un succès. Sur les 45 détenus qui ont suivi ce cours, plus d'une vingtaine travaillent actuellement en cuisine et à l'air libre. Le shopping peut-il assouplir les valeurs de l'islam? C'est la question que se posent les Émirats arabes. Le récit, Joseph Fima. Dubaï, une ville ultra-moderne au rythme effréné et une plateforme pour la Fédération des Émirats arabes unis. Les centres commerciaux y sont partout. Il est commun d'y voir une femme en habit traditionnel au milieu d'étrangers au look plus moderne. Un contraste à gérer par les autorités. Nous devons préserver notre culture et notre patrimoine, mais en même temps accepter d'autres cultures. Aussi, aux Émirats arabes unis, il y a plus de 200 nationalités différentes et nous pouvons en tirer avantage. Les Émiratis représentent 11% d'une population de 8,5 millions. Leur culture bédouine a été transformée avec la découverte de pétrole dans les années 50. Depuis, les travailleurs étrangers affluent, attirés par des contrats avantageux et des opportunités commerciales. Avec eux est apparu un style de vie en opposition avec les valeurs musulmanes traditionnelles. Fondés en 1971, les Émirats sont face à une question permanente, s'ouvrir à la modernité ou conserver leur propre identité. Devons-nous changer pour nous adapter à la modernité lorsqu'on crée un État ou conserver sa culture ? Depuis 40 ans, nous sommes restés les mêmes. Les Émiratis sont aujourd'hui en minorité dans leur pays. L'État cherche à les intégrer dans les secteurs privés et publics de la société, notamment l'armée. En 2014, le service militaire est devenu obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent se porter volontaires. Allez, on va finir ce journal en vous emmenant dans les couloirs du métro parisien. On y étouffe souvent, on y court presque toujours, mais surtout on entend des voix qui vous annoncent des horreurs. Les grèves, les interruptions de trafic, les pickpockets, des voix qui sont jouées par des acteurs. Entrez donc dans le casting de la RATP, le récit Ariane Hassan. Les Parisiens les connaissent par cœur. Nous vous invitons à faire attention à vos sacs, téléphones ou tout autre objet personnel. Derrière ces voix, il y a 10 hommes et 10 femmes. Tous travaillent à la RATP. Nelly a passé 28 ans dans l'entreprise et sa grande fierté, c'est d'annoncer les différentes stations de la ligne 1. Les sablons. Les sablons. Oui, j'aime bien surtout la réaction des gens qui répètent souvent derrière moi, en fin de compte, le nom des stations. Depuis 10 ans, sa voix fait partie du paysage urbain. Un paysage en pleine mutation. La RATP remplace peu à peu les annonces de synthèse par des voix humaines, avec des critères bien précis. Il ne faut pas que la voix soit trop grave ou trop aiguë, puisque trop grave dans de grands espaces comme nos stations de métro, il peut y avoir de la réverbération, donc on n'entendrait pas très bien les annonces. Et trop aigu, ça risque d'être trop strident. Et comme notre univers est déjà un peu métallique, avec les rails, etc., ça risque de percer. Donc en fait, on va être entre les deux. Et pour trouver ce juste milieu, la RATP a lancé en novembre un grand casting interne. 500 candidats ont tenté leur chance devant ce jury digne d'une émission de télé-réalité. Un autobus violet, une fois qu'il descend des gens. Vous avez une jolie voix, il y avait plein de choses de bien, malheureusement on a des critères très exigeants. Pour certains, c'est raté, il faudra revenir dans 10 ans. Mais pour d'autres... Un train franchissait le pont à grand fracas. 1, 2, 3, 4, oui. Oui. Alors c'est ça, parti. Félicitations.
Fabien a su convaincre grâce à sa gestion du stress et une bonne humeur contagieuse. En fait, je m'y attendais pas du tout, donc du coup là, je suis peut-être pas encore vraiment dedans encore, mais je suis quand même content de passer, d'être à une finale de Voice de la RATP. Fabien a trouvé sa voie. Quant à Nelly, on la retrouve à partir du 13 décembre entre Châtillon et Vélizy. Elle sera la voix du nouveau tramway T6. Le métro parisien, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voilà, c'est la fin de ce journal. À demain. Merci de votre fidélité. On va se retrouver nous demain à la même heure. Et juste après vous allez retrouver l'info continue sur i24 News. Merci.